Monsieur Diallo, oui. vous dites que vous êtes arrivé au stade aux environs de 7h. Autour de 7h30, oui, il pleuvait. Il y avait une fine pluie ce jour-là. 7h30. Environ. Je ne suis pas tellement précis, hein, parce que je ne maîtrisais pas, je n'avais pas de montre. Mais en tout cas, c'est au petit matin. Parce que la dame qui a Tongiano, paix à son âme, elle travaille dans une banque ici, elle est matinale. Elle quitte chez elle à 6h. Donc, nous avons quitté Nongo autour de 6h30 avec les bouchons. J'imagine que c'est entre 7h30 et 8h que nous étions déjà à l'esplanade. Alors, quand vous êtes arrivé, est-ce qu'avez-vous trouvé un dispositif à l'esplanade? À l'esplanade, lorsqu'on est arrivé, il y avait des camions de police. En tout cas, il y avait des camions. Et il y avait, je pense, il y avait des gens de la CMS. CMS. Je pense, oui. Je ne suis pas catégorique non plus, mais quand il y avait un dispositif qui indiquait qu'il y avait un regroupement. Sur l'esplanade, il y avait des camions des forces de défense et de sécurité. À quel moment colonel Tchegro est arrivé? Ça doit être, là aussi je ne suis pas vraiment précis, mais je pense que c'est autour de 9h, 8h, entre 8h et 9h. Parce que j'imagine, moi mon arrivée c'est entre 7h30 et 8h. Et quand je suis arrivé, il n'était pas là. Il nous a trouvés là. Donc c'est autour de 8h, 8h30 comme ça, je crois. Était-il en civil ou en tenue militaire? Il était en tenue militaire. Il était en tenue militaire. Oui. Vous le confirmez qu'il était, ou persistez qu'il était en tenue militaire à cette heure? Je pense. Ça fait maintenant longtemps, c'est depuis 2009. Mais je crois qu'il était effectivement en tenue militaire. Il était en tenue militaire. D'officier, oui. Et il était-il accompagné de ces hommes ou il était seul? Je pense qu'il avait des bérets rouges. Je ne me souviens pas. Mais lui, il est venu, il s'est arrêté. Il a été, comme je l'ai dit, il a été ovationné. C'était le CNDD et c'était les officiers les plus aimés du CNDD. Donc quand il est venu, la foule l'a ovationné parce que les gens pensaient qu'ils étaient venus peut-être pour encadrer plus tôt la manifestation. En tout cas, l'ambiance était bon enfant lorsqu'il est venu. Est-ce que vous l'avez vu au moins avec un militaire? Je ne peux pas... À 7h, 8h, je ne peux pas confirmer, mais je crois qu'il était avec un ou deux bérets rouges, je crois. Un ou deux bérets rouges. Je crois. Je ne suis pas vraiment... je ne suis pas affirmatif là-dedans, mais je crois. Qu'est-ce que vous avez observé par son agissement? Non. Il faisait quoi? Il sensibilisait ou bien il était... Il est venu, il a dit, nous sommes le 28 septembre. C'est un symbole. Cette date est un symbole pour la Guinée. Nous allons vous laisser manifester un autre jour. Je crois, il a dit, mais aujourd'hui, nous ne pouvons pas. Vous ne pouvez pas manifester aujourd'hui parce que vous savez ce que le 28 septembre symbolise. Vous manifesterez plus tard, mais aujourd'hui, je vous demande de rentrer tranquillement chez vous. Il a dit rentrer et puis il a répété ça 3 fois. Est-ce qu'après cet échange avec la foule, vous l'avez revu encore? Non. Parce qu'après, quand je suis sorti, je crois qu'il était parti. Je ne sais pas s'il est parti avec les opposants, c'est Jean-Marie Doré, ou s'il déjà avait rejoint là-bas, mais ils ont dit qu'il est parti par là-bas. Je ne l'ai plus revu. Vous ne l'avez plus revu? Non. Jusqu'après la manifestation, jusqu'après Oui, parce que, comme je le disais, c'est parce que j'avais ce jour une rédactrice en chef qui ne comprend pas français, et l'Afrique du Sud, ici, les réseaux n'étaient pas bons, donc elle m'a pris près d'1 heure pour écrire cette dépêche. C'est pourquoi je ne suis pas, sinon je serais dans le stade. Bon, quand je suis sorti, je suis revenu où j'ai fait des toilettes là, c'était d'aller au stade rentrer parce qu'il fallait que je sois là en tant que correspondant pour dire ce qui s'est passé. Mais quand je suis sorti, j'ai vu cette débandade après finalement. Et lui, elle m'a pris beaucoup de temps. Le temps que j'ai fini de lui dire tout, les tirs avaient déjà commencé, quoi. Donc je ne l'ai plus revu. Ok. Alors, vous avez pris le temps de partir dans une concession pour vos besoins naturels. Oui. Et entre-temps, vous voyez un jeune venir. Oui. Dans cette débandade, il fait irruption. Dans la chambre? Sans l'ordre des propriétaires de la maison pour entrer. Oui. Vous dites que vous avez vu, dans votre récit, vous avez vu
Vous avez vu des gendarmes habillés en t-shirt noir Oui. et en treillis qui assommaient les citoyens. Vous le confirmez? Ou des gendarmes ou des policiers en tout cas. Mais ils portaient des t-shirts noirs. Si T-shirt noir. Oui. C'est des gens. Je vous confirme que c'est des gendarmes. Je crois qu'ils devaient. Est-ce que vous savez que ces éléments-là étaient ceux de colonel Thieboro, de l'antidrogue, qui portaient les t-shirts noirs et des treillis? Je ne peux pas confirmer, mais en tout cas, ils ont attaqué ils sont rentrés dans la concession et c'était vraiment très violent. Mais ils étaient en t-shirt noir et en treillis? Je pense, oui. Est-ce que vous les avez vus en train d'administrer des coups aux citoyens? Oui, ceux qui sont rentrés dans la cour administraient des coups de pied, des coups de poing aux gens. Ils sont rentrés même dans la concession? Oui, dans la concession. Quand l'autre est rentré, il a barricadé la porte, il s'est jeté au lit et puis il s'est couvert tellement qu'il avait peur. J'ai regardé par les persiennes et j'ai vu effectivement que c'était des agents parce que quand ils ont chargé, je ne sais pas comment ça s'est passé dehors, hein, mais certains sont rentrés dans cette concession dans l'espoir d'échapper, n'est-ce pas? Mais ils ont été rejoints là par des gens qui les ont... Vous avez vu des armes avec eux? Non, ils n'avaient pas d'armes. C'est les mains et les pieds. Les mains et les pieds. Ils n'avaient pas d'armes, non. Ils n'avaient pas d'armes pour ça, je dois être honnête pour dire ça. Mais les armes, les pieds et les mains, alors là, c'était vraiment, ça allait dans tous les sens. Vous avez parlé également de la présence des jeunes gens qui portaient des t-shirts bleu ciel. Oui. Vous avez même dit que c'est des tenues, ils portaient des maillots Chelsea. Bleu ciel, oui. Des survêtements, oui. Vous confirmez avoir vu ces personnes? C'est eux qui ont, justement, que j'ai vu en face quand l'autre m'a tiré pour me coiffer. À quel niveau, précisément? Vous connaissez la plage, le port de pêche à côté de l'ambassade du Japon, là? Oui. Le port de pêche, là? Oui. Voilà. Donc, nous venions de l'autre côté, c'est-à-dire de la résidence de la première dame, sur les rochers. Et donc, je voulais remonter par là pour aller vers Dixine Terrasse, quoi. Vous comprenez? Vous savez, c'est une colline qui monte là, quand vous sortez de la plage, si vous connaissez le coin, quand vous sortez du port de pêche. Donc moi, je suis remonté, je voulais ressortir par là, quand je les ai vus venir. Ils étaient à pied ou bien dans... Non, ils couraient. Ils couraient. Ils n'étaient pas à pied, ils n'étaient pas dans des véhicules, ils couraient, ils étaient à pied. Et vraiment, ils se déplaçaient en meute. Selon vous, qu'est-ce que vous avez vu en leur comportement? C'était une façon de se chercher, de quitter, ou bien c'était une menace contre les manifestants? Ils recherchaient les manifestants. Ils pourchassaient les manifestants, monsieur le procureur. Ils pourchassaient les manifestants. Ça, je suis catégorique, oui. Dans le quartier? Tout à fait. C'était la chasse à l'homme dans les quartiers. Je ne sais pas ce qui s'est passé après, mais ce que j'ai vu là, ils étaient sur des trousses des manifestants. Ils étaient aux trousses des manifestants. Ils étaient une vingtaine? Le groupe que j'ai vu, ça peut être une vingtaine ou une trentaine. Une trentaine? Oui, ils se déplaçaient vraiment en meute. Ils étaient en groupe, c'est ce que j'ai vu. Ils étaient regroupés et ils couraient. Donc vous, personnellement, vous n'avez pas eu accès à l'intérieur du stade? Non, parce que j'avais, comme je l'ai dit, la dame qui était rédactrice en chef de la société de presse ce jour-là, parce que tous les jours, ça change, le desk change chez eux. Elle ne comprenait pas français et il fallait qu'elle interprète ce que moi je lui dis en anglais au rédacteur en chef qui est à la maison mère à New York, qui devait écrire la dépêche et il fallait que la dépêche soit publiée avant les autres concurrents, l'AFP et d'autres. Donc c'était vraiment trop de pression. C'est ce qui m'a empêché d'être au stade. Sinon, je suis venu à 7h30, c'est pour ne rien rater, parce qu'avec eux, il ne faudrait pas qu'ils lisent ailleurs quelque chose que toi tu n'as pas mis, que l'AFP dise ça et qu'ils vont te demander, oui, tu es là-bas, tu es payé, tu es là-bas, nos yeux, c'est toi. Comment ça t'a échappé? Alors, dans votre parcours, est-ce qu'en dehors des hommes qui étaient en maillot Chelsea et les gendarmes qui étaient en maillot, en t-shirt noir, est-ce que avez-vous remarqué la présence des bérets rouges dans le quartier, à Dixine? Non. C'est à Dixine Terrasse qu'il y avait des policiers et des gendarmes. Vous n'avez pas remarqué, vous, la présence des bérets rouges? Non. À moi, à part, je pense, et là je ne le confirme pas, je crois que le capitaine Thieboro, le colonel Thieboro était avec 2 bérets rouges.
je crois. Il était avec le béret rouge. Oui, mais à part ça, je n'en ai pas vu. Je vous Parce que remercie, quand monsieur. les camions sont venus pour aller, moi, je n'étais pas là. Merci, Monsieur le Président, honorables assesseurs. Monsieur Diallo, Oui, merci d'être venu. merci, je vous Vous remercie. êtes un grand journaliste. Merci, On vous a souvent lu dans les colonnes du Lynx. absolument. Je crois que c'est l'occasion pour nous de vous féliciter. Merci. Et on va donc continuer avec nos questions. On peut donc retenir que c'est le discours du président d'Addis Aboulbine qui a empêché votre mission aux États-Unis. Absolument. Parce que comme je le disais, en juillet, lorsqu'on est allé en Europe, partout la délégation du CNDD est passée. C'était vraiment la fête. C'est-à-dire la délégation et nous, journalistes, nous étions des princes. C'est-à-dire la communauté guinéenne de l'Europe, c'était vraiment, nous étions de l'or. C'était vraiment le CNDD, était dans l'esprit de la communauté. Ça, je l'ai constaté parce que j'avais fait des reportages et les gens disaient c'est la fin. Parce qu'ils disaient que le discours du capitaine est sincère, que c'est un discours sincère et qui venait du cœur. Il s'exprimait donc vraiment, il pensait qu'avec le CNDD, c'était vraiment, partout où nous sommes passés, c'était non seulement la conférence d'information, mais c'était des cocktails, des invitations par-ci, par-là. Nous étions vraiment gâtés en Europe, en Allemagne, en France et en Belgique. Ça, c'était en juillet 2019. Mais lorsqu'on est arrivé aux États-Unis, le 15 septembre, le 16 septembre, l'ambassadeur a dû faire le compte-rendu au colonel Korka, mais nous, c'est dehors que les chauffeurs de l'ambassade nous ont dit « Ah, journaliste, vous allez avoir de quoi écrire parce que ici, le président a dit là-bas qu'il n'est pas né militaire, je crois, ce qu'il a dit, qu'il va se présenter. Si les opposants ne mettent pas de l'eau dans leur vin, qu'il va... » Donc, ils ont dit que ce discours a vraiment fait chuter de façon drastique la cote de popularité du CNDD en Amérique. Donc, c'est ce discours qui a instauré la crise de confiance. Apparemment, oui. Apparemment. C'est long. Je ne peux pas juger parce que moi, je suis journaliste, je ne commande pas. Mais ce que j'ai entendu et rapporté, c'est que la communauté et les gestes qui ont suivi, la façon, la violence qu'on a vue dans cette salle de conférence à Maryland, c'est qu'on a vu les discours, les slogans, les jeux d'œufs en putréfaction sur des personnes en costume, des hommes d'État. Ça montrait effectivement que le malaise était assez profond. Ça se dessinait. Et vous confirmez que dans les quartiers Landrea, Dixine, les manifestants étaient pourchassés? Je ne peux pas, monsieur le procureur, dire qu'ils étaient pourchassés mais, dans tout le quartier de Landrea. Mais ce que j'ai vu à la plage, la façon dont ils ont fait irruption à la plage, à la recherche de ces manifestants, me donne l'idée de croire que, certainement, c'était la même chose. Ils étaient affolés. Apparemment. Je peux pas, j'étais pas là-bas. Ils cherchaient quand même à se sauver. Oui, les jeunes cherchaient à se sauver. Il y en a qui étaient nu-pieds, il y en a qui étaient blessés. J'imagine qu'ils avaient dû certainement être propulsés, oui, arpenter le mur avec... Bon, pas... Ça c'est vrai, d'autant plus que vous-même, vous avez vu des personnes habillées en tenue Chelsea, oui, qui venaient, oui, et qui étaient en train de les... En meute, oui. D'accord. Oui. Et ce jour, vous avez vu des militaires assez violents, n'est-ce pas? Pas des militaires, mais des policiers et des gendarmes. Vous avez vu des policiers et des gendarmes? Oui, les militaires, à part deux, je crois que j'ai deux bérets rouges que j'ai vus avec le colonel Keboro, qui devaient certainement être ses gardes-corps, je n'ai pas vu de militaires. Donc vous n'aviez vu que des policiers et des gendarmes? Oui, qui ont chargé les gens, oui. Ils étaient aussi violents? Oui. Pas d'armes, je n'ai pas vu d'armes. Non, violents. Voilà. Oui. Je n'ai pas parlé d'armes. C'était vraiment mais ils étaient très violents. Oui. D'accord. Ce que j'ai vu dans la concession était très violent. D'accord. Est-ce que vous avez vu des femmes violées? Non, je ne suis pas rentré au stade. Vous avez entendu parler? Oui, après, oui, bien sûr. Parce que quand on s'est retrouvé dans ce pool de correspondants internationaux, chez Dr Amara Bangoura, des informations nous venaient de partout. C'était vraiment, on nous disait que des femmes ont été abusées,
des messieurs ont été tués, il y a, etc. Bon, ça, on l'a appris. On l'a appris. Et quels sont les types d'armes que vous avez vus ce jour? Avec ceux qui portaient des t-shirts, oui, des t-shirts Chelsea, ils avaient des gourdins. Des gourdins. Et certains avaient des tiges prolongées par, je ne sais pas ce qu'il y avait au bout, je ne sais pas, mais apparemment c'était des tiges prolongées par un métal. Je ne peux pas dire que c'est un couteau, je ne peux pas le dire, parce que si vous étiez là ce jour-là, monsieur le procureur, vous vous rendrez compte qu'il fallait être d'une lucidité inhumaine ou surhumaine pour pouvoir constater les choses. Mais la façon dont ils se déplaçaient, et ils avaient donc des gourdins, apparemment des matraques et cette tige. Des machettes aussi? Non, non, je n'ai pas vu de machettes. J'ai vu des espèces de tiges prolongées par quelque chose de blanc comme ça. Je n'ai pas vu de machettes, honnêtement. Et est-ce que vous avez eu des informations par rapport au charnier? Non, c'est après. Je n'ai jamais eu d'informations, c'est après, parce que vous savez que du 28 septembre, les jours qui ont suivi, tous les matins étaient des jours de nouveaux développements. Donc nous qui, journalistes, nous sommes friands de nouveaux développements parce que c'est ce qui alimente nos colonnes. On apprenait effectivement que certains n'ont pas été enterrés, certains sont portés disparus. Il y a des parents. Et vous savez que le Lynx, c'est un journal qui était très proche, qui s'oppose à l'arbitraire. Donc, forcément, le journal était devenu, notre rédaction était devenue un endroit où des gens venaient. Parce que quand des personnes qui sont sans soutien, qui sont, disons, qui viennent souvent désespérés, n'ont pas où aller pleurer, leur dernier penchant, c'est en général les médias. Et les médias qui croient être proches de ceux qui luttent contre l'arbitraire. Et c'est ça le Lynx. Par essence, nous nous opposons à l'arbitraire. Certains disaient que le Lynx était un média de l'opposition. Non. Le Lynx est plutôt un média d'opposition. On s'oppose à l'arbitraire. C'est ce qui fait qu'on avait un caractère plus proche de ceux qui étaient opprimés. Nous sommes contre les oppresseurs. Et si vous-même, si vous n'étiez pas sauvé par le coiffeur? Je ne serais certainement pas devant vous ici. Merci, monsieur. Et il est là, hein, il est là. Merci. Ouais. Monsieur Diallo, bonjour. Bonjour, merci pour la clarté de votre récit. Merci. Merci d'être venu apporter votre témoignage. Merci. Vous avez dit que quand les échauffourées ont commencé, vous étiez du côté de la pharmacie Manizé. Oui. Vous étiez adossé à il y a un poteau électrique. Un poteau là, en ciment. En ciment, exactement. De là-bas, vous aviez une vue sur la rue qui mène vers Farmaguinée? Absolument. Est-ce que vous avez constaté la présence de deux bus de couleur jaune qui étaient garés non loin de je ne sais pas quel est l'endroit public que je peux indiquer, des acacias. Des acacias de l'autre côté, en allant vers Marokana? En allant vers justement Farmaguinée. Non. Vous n'avez pas remarqué la présence de bus? Je ne suis pas allé par là-bas en fait. Okay. Est-ce que vous aviez remarqué la présence des camions militaires? Des camions de la police plutôt. C'est des camions de la police? Sur l'esplanade, oui. Sur l'esplanade? Oui. De votre position, vous aviez une vue sur tout ce qui se passait au niveau de l'esplanade, c'est ça? Oui, au début, il n'y avait pas beaucoup de monde. Bien. Mais lorsqu'il y a eu du monde, parce que les gens ont débarqué par vagues successives, des vagues déferlantes qui venaient de la haute banlieue, là, c'était compte tenu des mouvements, de ces soubresauts qui avaient commencé. Je n'étais pas, mon objectif c'était comment informer d'abord la rédaction pour laquelle je travaille. Donc mon attention était beaucoup plus sur cet axe-là. Vous confirmez n'avoir pas vu de femmes
en débandade sortant du stade? Non. Parce que moi, quand j'étais là au début, les militaires n'étaient pas rentrés au stade. Voyez-vous? Donc, mon premier contact avec ceux qui étaient rentrés au stade, c'est au niveau de la porte de l'université Gamal Abdel Nasser. Et c'est eux qui m'ont fait savoir que ça tirait. C'est eux que j'ai suivis. On est allé à la Fondis et la rue piétonne derrière la Fondis, qui aboutit à la plage entre donc, la radio du docteur Sultan et une autre clôture. C'est là que je les ai suivis pour aller vers la plage. Donc je ne suis pas rentré au stade, heureusement pour moi, je veux dire, parce que si la dame ne m'avait pas pris beaucoup de temps ce jour-là, pour cette dépêche, je serais rentré au stade. Après la plage, vous étiez revenu vers l'esplanade du palais du stade du 28 septembre? Non. De ma position, là où j'avais pris place chez le coiffeur, lorsque Abraman m'a appelé, il m'a indiqué qu'il n'était pas loin. Le domicile de Dr Amara était situé juste après la route qui mène au portail de l'université, juste après la clôture qui était là. Quand il m'a dit ça et que j'ai vu que on ne sentait pas de menace, parce que le coiffeur m'avait dit de ne pas me presser. Donc quand j'ai vu qu'on ne sentait pas de menace, il m'a indiqué, viens jusque-là, je suis venu, j'ai tapé. Il a ouvert, je suis rentré, ils ont fermé. Et c'est là que j'ai trouvé Mouktar et Amadou, plus l'autre, la BBC, quoi. Il était approximativement quelle heure? Ça, c'est autour de... C'est pas autour de 15 heures. 16 heures, je crois. 16 heures. Vous n'êtes ressorti de là qu'aux alentours de 19 heures, c'est ça? Oui, oui. Avec Amadou dans sa voiture. Alors, les jours d'après, le 28 septembre, j'imagine que vous avez dû recevoir des informations relatives aux disparus, relatives aux charniers, aux fosses communes, et relatives aux personnes qui avaient quitté leur famille et dont on ne connaissait absolument pas la destination. Pouvez-vous en parler un tout petit peu? Oui, je disais qu'en tant que journaliste, parce que quand ça s'est passé, on se déplaçait, et les informations venaient de partout pour dire qu'il y a des personnes qui n'ont pas retrouvé les leurs, qui n'ont pas retrouvé leurs parents. Donc on rencontrait certaines personnes qui nous disaient, moi je n'ai pas retrouvé mon parent, je ne sais pas comment, où il est parti, on l'a cherché partout. Donc on relaie ces informations-là pour la presse internationale, mais ce n'est pas de source vraiment officielle. Vous savez, en journalisme, faut qu'une source soit équilibrée, il faut qu'il y ait une partie officielle et une partie officieuse. Donc, mais c'était des personnes, quand vous les rencontrez, vous sentez que c'est des personnes désemparées. Parce que quand vous perdez de vue un être cher et que vous le recherchez, quand vous voyez ces gens-là, vous comprenez qu'ils n'inventaient pas. Ils disaient effectivement que ce qu'ils disaient était vrai. Mais il n'y avait pas où aller chercher la contre-expertise, c'est-à-dire l'équilibre de l'information, pour savoir dans l'atmosphère que nous vivions. C'était vraiment très compliqué, c'était un tourbillon. Donc nous nous contentions des déclarations des gens qu'on essayait de relayer sans commentaire, comme nous étions en face d'une situation dramatique. Dans ce lot d'informations non officielles, donc officieuses, est-ce qu'on vous a parlé de charniers? Quelqu'un vous a dit connaître l'enfouissement de personnes en grand nombre? Non. On ne vous en a pas parlé? Non. On ne vous a jamais parlé de Faban, par exemple? Non, non. Ça, c'est avec ce procès-là. En fait, à l'époque, les gens disaient qu'il y avait des personnes qui étaient portées disparues et que c'est certainement des personnes qui ont été enterrées. Ça se disait. Mais Faban, personnellement, non, je n'en ai pas de façon formelle, non. Mais ça se disait, la clameur publique disait que certainement ceux qui étaient travaillés dans les morgues ont dû dire à des proches, qui ont dit à des proches qui disaient que des corps, certainement des camions avaient quitté la morgue pour des destinations qu'on ne connaît pas. Mais ce n'est vraiment pas officiel. Donc ce n'est pas des sources fiables pour nous. Une dernière question. Vous confirmez n'avoir pas vu de béret rouge à l'esplanade du stade du 28 septembre? Non, honnêtement, je n'ai pas vu. Jusqu'au moment où vous rentrez dans la concession jusqu'au moment où j'ai rentré dans la concession, parce qu'après la concession, je suis parti me refuser quelque part pour donner des informations
à la directrice, à la rédactrice, ça a pris du temps. Donc c'est entre-temps que ce qui s'est passé, s'est passé. Mais je n'ai pas vu. Merci, M. Diallo. Merci.